Je suis ravie d'accueillir dans ce webinaire Lucille Schmitt, que vous connaissez tous, présidente de la Fabrique écologique, et Édouard Godeau, qui est consultant spécialisé sur les affaires européennes, professeur à l'ESSEC-Irénée et qui a également fondé un média sur l'Europe qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Europe Info Hebdo, c'est ça, Édouard ? Tout à fait, mais rené sous le nom de Euroscope. Ok, Euroscope. Voilà. Donc, nous sommes ravis d'inaugurer un nouveau cycle de webinaires sur la thématique géopolitique et écologie. Et ce premier webinaire porte sur le Green Deal. Où en est-on vraiment aujourd'hui ? Donc, le Green Deal, le Pacte vert, depuis 2019, comme Ursula von der Leyen, etc. Elle a été renommée en juin 2024 suite aux nouvelles élections européennes, mais avec une majorité quand même très, très différente. Le Pacte vert, c'était un signal vraiment positif pour la transformation écologique de l'Europe, avec beaucoup d'objectifs, en particulier une Europe neutralité carbone d'ici 2050, des objectifs de réduction des gaz à effet de serre, des transformations de différents secteurs, industrie, transport, etc., et également des déclinaisons, agriculture, biodiversité, etc. Aujourd'hui, depuis un an, où est-ce qu'on en est ? On a eu à la fois des informations que le pacte vert n'était pas remis en question, mais en même temps des signaux de recul ou de ralentissement, etc. Donc, du coup, je vais questionner des intervenants là-dessus. Et puis ensuite, on va se garder une demi-heure pour les questions à la fin. Donc, Édouard Godeau, le pacte vert, ça fait maintenant pas loin de 5-6 ans. On est dans une période où on parle beaucoup de compétitivité industrielle, il y a eu plusieurs rapports sur le sujet et on se demande tout ça, comment ça va s'articuler, en quoi ça remet en question ou pas le pacte vert, comment on va pouvoir aller vers une industrie verte européenne. On est en plus dans une période compliquée au niveau mondial entre la concurrence de la Chine, mais qui va quand même vers la transition, et la politique américaine qui pénalise les politiques écologiques mondiales. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Où est-ce qu'on en est ? Comment avance l'Europe sur ce point-là ? En particulier sur le thème industrie, réduction des émissions dans le secteur industriel. Donc bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup donc à Mathilde, merci à Lucille de m'associer à cette réflexion sur les questions du pacte vert, à ces ambitions écologiques et européennes en fait des politiques publiques. Je voudrais, avant de rentrer dans l'état des lieux, je voudrais qu'on prenne un peu de perspective historique. Pourquoi ? Parce que on a tendance à avoir une vision assez myope du pacte vert. Le pacte vert, c'est effectivement Ursula von der Leyen en 2019, mais enfin ça vient pas comme ça. L'Union européenne est un des espaces et une des puissances pionnières dans les matières de transformation écologique et de transition énergétique en particulier. Ça vient pas de nulle part non plus. C'est un des endroits dans lesquels les premiers programmes environnementaux datent déjà des années 70. C'est un espace dans lequel on s'occupe d'environnement parce que par définition c'est un espace qui s'occupe de choses transfrontalières et l'environnement est quelque chose de transfrontalier. Donc depuis 1992 et la conférence de Rio, on a progressivement une inscription des objectifs de développement durable et puis de transition énergétique et puis de politique climatique dans les traités qui en font un objectif à part entière de la construction européenne et à part entière des politiques poursuivies en commun. Donc pacte vert ou pas pacte vert, il y a de toute façon dans les traités un certain nombre d'objectifs de développement durable, je l'ai dit, mais aussi de lutte contre le changement climatique depuis le traité d'Amsterdam, si mes souvenirs sont corrects, qui sont inscrits dans les objectifs de l'Union européenne. Donc, ce pacte vert, il n'arrive pas comme ça, juste parce qu'il y a eu un bon résultat de certaines forces politiques en 2019, en l'occurrence les écologistes, mais aussi les sociodémocrates et les libéraux qui avaient fait campagne sur la transition énergétique, qui avaient fait campagne sur la transformation écologique des sociétés, et en particulier sous l'influence de la jeunesse mondiale et d'une jeune fille filles très célèbre qui avait mis un peu de pression sur les systèmes politiques. Donc j'insiste là-dessus parce que
On a tendance à considérer que, le pacte vert, c'est un truc des écolos, alors qu'en fait, les écologistes au Parlement européen, en 2019, ne vont même pas soutenir, ne vont pas voter le pacte vert proposé par la Commission européenne. Et deux, que justement, à partir du moment où la majorité change, tout ce qui avait été fait est défait et tout ce qui était en place ne le sera plus. Ça, c'est pour nuancer. Alors évidemment, le pacte vert, c'est beaucoup plus que simplement des questions énergétiques. Quand il a été proposé en 2019, c'était plus d'une cinquantaine de textes. Certaines, c'était des révisions d'un certain nombre, la révision de la directive renouvelable, la directive efficacité énergétique des bâtiments, la directive émissions industrielles. Enfin bref, c'était des textes qu'on réouvrait pour pouvoir en changer les objectifs, en changer le calendrier. C'était aussi de nouveaux textes, par exemple la taxonomie, qui permettait de savoir, de définir ce que c'était qu'un investissement vert ou pas un investissement vert, dont la discussion a été suffisamment intense, je ne sais pas si ceux qui l'ont suivi s'en souviennent, pour aboutir à des compromis typiquement bruxellois dans lesquels le nucléaire était effectivement un investissement vert, mais aussi le gaz. À partir du moment où on investissait dans le gaz pour quitter une production énergétique carbonée, on considérait que c'était un investissement vert. Mais bien évidemment aussi la dimension sociale, même si elle a été marginalisée dans les débats et dans les fonds, tout un ensemble de dispositifs de texte et c'est là où sur lequel je voudrais insister, le point sur lequel la plupart du pacte vert a fini par achoper, les questions de nature, d'environnement, de biodiversité et en particulier d'alimentation, avec la stratégie de la ferme à la table qui commande une majorité tout à fait respectable au Parlement européen en 2021 lorsqu'elle est votée, mais qui est le point sur lequel ont commencé à se déliter les majorités sur lesquelles s'était fait le pacte vert à partir de 2023 et du grand mouvement social qui anime les agriculteurs européens. On pourra revenir dessus parce que c'était un mouvement très protéiforme qui prenait à peu près toujours la même forme, mais qui avait des origines très diverses selon qu'on était à Varsovie, Bucarest, Dublin, Athènes, Paris, Berlin, etc., puisque effectivement c'était un vrai mouvement européen, mais avec des propositions qui n'étaient pas nécessairement, elles, européennes. C'est ce retournement-là qui a mis en cause d'abord les équilibres politiques dans lesquels on avait vécu entre 2019 et 2024, avec un changement un changement assez spectaculaire de majorité en 2024, puisqu'on est passé d'une majorité, alors c'est toujours la même majorité PPE, sociodémocrates et libéraux, mais avec une assiette un tout petit peu réduite quand même, parce que les libéraux ont perdu 25% de leur groupe, parce que les sociodémocrates ont marginalement reculé et le PPE marginalement progressé. Donc on est quand même sur un socle central toujours présent, néanmoins avec une commande beaucoup plus faible du reste de la Chambre, et surtout plus du tout d'alternative avec une majorité dite progressiste, c'est-à-dire bloc central auquel on pouvait rajouter les écologistes. Là, aujourd'hui, cette majorité n'est plus exactement en position de commander autre chose que des expédients. Et on a la possibilité, lorsqu'on est au centre de l'échiquier, en particulier le PPE, de basculer sur des majorités, là pour le coup particulièrement remontées sur les questions écologiques et environnementales. Les symptômes de cette crispation ont commencé dès 2023. On les retrouve aujourd'hui de façon très nette. Par exemple, je vous donne un exemple très récent, sur le règlement sur la déforestation de l'Union européenne. Ce règlement sur la déforestation a été accouché finalement en toute fin de mandature 2024 avec un vote final du Parlement européen en 2024 au printemps. C'était l'un des derniers votes du Parlement, si je me souviens bien. Mais sa mise en œuvre ne cesse d'être repoussée, puisqu'elle était prévue pour 2024, elle a fini par être pour 2025, on est sur maintenant décembre 2025 et juin 2026 selon la taille des entreprises, mais la Commission vient de proposer encore de reculer d'un an la mise en œuvre de ce règlement. C'est typiquement
la rencontre en fait des contraintes économiques et de compétitivité et des ambitions, et vous l'avez vu, non, cette fois-ci on n'est pas sur l'environnement au sens énergétique et climatique du terme, mais on est sur l'environnement au sens biodiversité et protection des sols et évidemment pratiques agricoles et pratiques forestières, c'est l'endroit où les choses achoppent le plus et où je crois la difficulté à bâtir des majorités en faveur, disons, d'une meilleure protection de l'environnement se révèle la plus ardue. Je vais terminer avant de passer la parole à Lucile, et puis surtout d'ouvrir encore suffisamment de portes pour qu'on ait une discussion nourrie. Je vais terminer sur le dernier point qui est le plus typiquement européen. Il y a un effet d'optique dont il faut bien se pénétrer lorsqu'on parle des questions européennes, c'est qu'on manie des agrégats qui sont parfois extrêmement impressionnants en termes de milliards d'euros d'investissement, de milliards d'euros convoqués, rien à voir avec le pacte vert, mais tout à fait éloquent aussi, les 800 milliards d'euros pour la défense, mais on a aussi les chiffres du prochain cadre financier pluriannuel, puisqu'on rentre dans cette discussion-là à partir de maintenant, à partir du 16 juillet dernier, quand la Commission européenne a fait sa proposition de refonte pour 2028-2034. Donc on manie des agrégats qui paraissent très impressionnants si on les prend en valeur absolue. Mais il y a deux choses dont il faut bien se pénétrer. La première, c'est que ce sont des valeurs absolues pour un cadre qui est sur un septennat, donc il faut ensuite le rapporter à l'année, ce qui n'est pas toujours très très valorisant pour les sommes en question. Et deuxièmement, on a un double effet d'optique sur le fait que la Commission européenne commande un budget dont l'exécution est d'abord sur des politiques publiques qui sont très rarement des politiques d'investissement. Je dis bien très rarement parce qu'il y en a, mais ce n'est pas l'essentiel en fait de l'exercice et de l'exécution du budget. L'investissement reste un investissement qui est entre les mains des États membres et on aimerait bien des acteurs du privé. La Commission européenne passe son temps en fait à chercher des façons pour les États membres d'investir sans déroger trop aux règles qui encadrent les aides d'État. C'est toute la problématique qui est derrière les textes de la fin de mandature 2024 et du début de mandature 2025, donc le Net Zero Industry Act en 2024 et le Clean Industrial Act en 2025, dont les principales dispositions sont d'abord de définir des éléments stratégiques. Qu'est-ce qui est stratégique? Quel type d'investissement le sont? Et donc, au nom de cette stratégie, sur quoi on va fermer les yeux en termes d'aide d'État, d'investissement massif plus ou moins stratégique, et j'insiste là-dessus parce que parfois on a plus l'impression d'une espèce de course à l'échalote que d'une réflexion stratégique au niveau européen. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, le privé. Comment est-ce qu'on mobilise les investissements privés? Je ne parle même pas d'épargne, je parle de l'investissement des entreprises. Ça, c'est aussi une question qui obsède les institutions européennes, qu'on a depuis le plan Juncker de 2015, qui avait une vision un peu mont des oliviers, si je puis me permettre, en termes de multiplication des euros, avec une recherche de levier. Comment est-ce que, en garantissant 1 euro par le budget ou par les institutions européennes, on arrive à déclencher un investissement x20, enfin x10, x15, x25, x27. J'ai vu des chiffres parfois assez bibliques circuler. Donc la question fondamentale, elle est là. Comment on mobilise les capitaux? Comment on arrive à développer un investissement stratégique? Et comment, indépendamment des modifications conjoncturelles mais significatives des équilibres et des rapports de force politiques, on arrive à sanctuariser une trajectoire de décarbonation avec l'objectif toujours de 2050, qui n'est pas remis en cause, mais on va parler de l'objectif 2040, j'imagine, et vous verrez que c'est pas si simple que ça, et un objectif, là pour le coup, beaucoup plus fragile, de préservation de la biodiversité et de transformation de notre système agricole et de notre système alimentaire. Lucile,
Pour réagir à ça, et en particulier, comment faire pour que cette politique de biodiversité, elle puisse vraiment prendre son essor, que ce soit la stratégie agricole, réformer la PAC, Farm to Fork, et la stratégie biodiversité en elle-même, en particulier. Merci Mathilde, merci Édouard, merci à vous toutes et tous d'être nombreux pour ce premier webinaire qui introduit les questions de géopolitique à la fabrique écologique. Ça nous semblait impossible à éviter, et ça nous semble, enfin, je dois dire que c'est même un sujet assez passionnant, inspirant, comme on dit aujourd'hui quand on est jeune. Moi, je voulais, Édouard a commencé en évoquant l'histoire en fait de la construction des politiques environnementales à l'échelle européenne. Je voulais rappeler que cette construction s'est faite dans un certain couloir de nage, comme un univers parallèle par rapport à beaucoup d'autres politiques européennes. Évidemment, comme un univers parallèle par rapport à la politique agricole commune, qui est la politique commune dont je rappelle qu'elle représente 35 à 40% du budget de l'Union européenne. Quand on construit une politique agricole d'exportation fondée sur l'agriculture intensive et la destruction de la biodiversité, et qu'en même temps on a une politique environnementale très forte, et par exemple je voudrais rappeler que la directive Oiseaux date des années 1970, avant même que le Parlement européen ait été élu au suffrage universel, on voit bien qu'il y avait déjà à l'œuvre dans les années 1970 différentes visions de ce que pouvait être le projet de l'Union européenne, et dans cette vision la politique agricole commune était infiniment plus forte que la directive Oiseaux. Mais donc on est dès les prémices, dès l'origine, dans une situation où les enjeux de biodiversité sont portés d'ailleurs à l'époque plutôt par des personnalités qualifiées, des personnalités qui aiment protéger la nature, qui n'ont pas été élues. Et c'est pas parce que le Parlement sera élu que la biodiversité va devenir un élément véritablement plus puissant au sein du Parlement européen. Ça, c'est un premier point. La deuxième chose qu'il faut rappeler aussi à propos de l'Union européenne, c'est l'importance de la politique commerciale, qui est également une politique commune, comme la politique agricole, d'emblée, sur laquelle il y a une délégation donc, des États membres à l'égard de la Commission européenne. Moi, j'ai travaillé à titre professionnel au ministère de l'économie sur ces enjeux-là, au niveau du GATT puis de l'Organisation mondiale du commerce, sur des contentieux très importants, le contentieux Airbus, le contentieux agricole, qui était un contentieux de discussion entre les États-Unis et l'Union européenne sur qui subventionne le plus son agriculture et qui le fait au fond le plus habilement pour échapper aux règles du GATT. Tout ça est très intéressant parce que ça montre que d'emblée, les débats, les choses importantes sur le plan politique sont sur des questions qui poseront des difficultés à une Union européenne qui, par ailleurs, s'engage, comme l'a dit Édouard, très rapidement sur ces questions, mais à partir des années 90, sur ces questions qui vont fonder l'élaboration d'une approche mondiale en matière de questions écologiques. Et lorsque l'Union européenne s'engage à l'échelle mondiale, après le sommet de Rio, c'est d'abord sur les questions climatiques et non pas sur les questions de nature. Et donc, à partir du moment où l'Union européenne s'engage, dans le cadre notamment du pacte de Kyoto, qui ne concernait que les puissances industrielles et non pas les pays du Sud, on peut dire qu'il y a une sorte de dissociation, de distorsion qui a pu apparaître entre les questions climatiques et les questions de biodiversité. En tout cas, dans l'agenda international, vous le savez, aujourd'hui, on essaye de faire rattraper la biodiversité par rapport à l'importance donnée aux enjeux climatiques, donc des enjeux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, sur lesquels la question énergétique est au centre. On est dans cette situation où l'Union européenne va structurer sa position à l'échelle internationale autour des questions climatiques et pas autour des questions de nature. Elle le fait aussi à un moment où on n'adosse pas la question d'engagement climatique et la question d'engagement écologique à un enjeu de puissance. Pourquoi ? Parce que les États-Unis, la Chine, à l'époque, ne sont pas dans la situation dans laquelle ils vont porter les choses. Enfin, les États-Unis ne sont pas signataires de Kyoto. On est dans une situation où, au fond, l'Union européenne peut occuper un espace vacant. Et aujourd'hui, pas être seulement sur l'histoire, ce qui est important, c'est que les enjeux de puissance se nouent aussi autour de la question écologique, alors même que ce n'était pas le cas dans les années 90, dans les années 2000, etc. Donc on est dans cette situation. Je rappelle que la Chine adhère à l'OMC en 2001, et d'une certaine façon, donc aujourd'hui, en 2025, les choses ont changé. La question de la puissance, elle se pose aussi par rapport à
je suis contre la puissance verte ou je suis pour la puissance verte. Aujourd'hui, c'est un débat entre la Chine et les États-Unis. Peut-être qu'à la prochaine COP, la Chine va apparaître comme la grande puissance verte avec toutes ses contradictions, parce que par ailleurs, elle dépend toujours très profondément du charbon. Mais en tout cas, c'est peut-être elle qui portera la feuille de route la plus ambitieuse dans cette grande arène qui est diplomatique, où les questions écologiques sont parfois fortement abstraites. Mais en tout cas, face aux États-Unis de Donald Trump, il y a sûrement un leadership sur cette question climatique diplomatique que la Chine peut espérer capter. Et l'Union européenne n'a pas, sur ces questions de puissance, su suffisamment sans doute anticiper sur cette modification des enjeux de la puissance. Vous savez qu'elle est régulièrement qualifiée de puissance normative, parce qu'elle n'est pas une puissance au sens de puissance militaire, ça c'est sûr. Est elle-même une puissance diplomatique ? Rien n'est moins sûr par rapport à tout ce qui peut se passer, on le voit aujourd'hui autour de Gaza. Donc une situation où l'Union européenne a porté, comme le rappelait Édouard, ses engagements environnementaux, mais toujours dans une forme d'abord de refus de regarder en face ce que ça pouvait impliquer sur le plan des contradictions internes, et ensuite sans assumer cette position avec la force qui aurait pu être celle d'une puissance étatique classique. Alors Mathilde m'invitait à regarder sur la question de la biodiversité comment est-ce qu'on pouvait mieux faire, ou pourquoi est-ce que la biodiversité pouvait être sacrifiée. Il est très clair que le pacte vert a commencé à dérailler, comme le rappelait Édouard, en 2023, au moment où, au fond, on était dans l'idée de est-ce qu'on peut verdir la PAC ? Verdir la PAC, c'est pas apparu au moment du pacte vert, c'est un enjeu régulièrement évoqué depuis la décennie 2010. Et il y a eu, on peut dire, un certain verdissement à la marge de la PAC, mais à partir du moment où on commence à dire on pourrait adosser des subventions à une montée en puissance de l'agroécologie, on voit bien que ça dérange évidemment des intérêts industriels, économiques, exportateurs puissants. Et on se rappelle aussi des discussions justement autour de la négociation d'accords commerciaux de l'Union européenne, Mercosur, etc. Discussions portées beaucoup par les agriculteurs européens avec l'idée qu'on laisserait entrer dans l'espace de l'Union européenne des produits qui ne correspondaient pas aux normes environnementales qu'on voulait leur imposer. Donc on voit bien qu'il y avait déjà depuis plusieurs années, avant le pacte vert, une discussion qui montait autour du fait de s'imposer des disciplines plus vertes au niveau de l'Union européenne et de ne pas modifier, de ne pas faire des accords commerciaux de, je ne sais plus comment on dit, troisième génération, enfin, en tout cas qui adossent les questions commerciales et les questions environnementales. Donc ça nous a d'une certaine manière explosé à la figure en 2023-2024 à travers ce mouvement des agriculteurs sur lequel Édouard va revenir en montrant son caractère protéiforme, différent en fait en fonction d'un État membre à l'autre, en fonction des caractéristiques de l'agriculture et des caractéristiques sociologiques de ce que sont les agriculteurs d'un pays de l'Union européenne à l'autre. Je voudrais rappeler aussi que les subventions de la politique agricole commune ont régulièrement été dénoncées comme étant souvent détournées assez massivement, notamment dans certains pays de la partie orientale de l'Union européenne, grâce à des oligarques adossés à des potentats locaux, disons-le, sur la Hongrie, la République tchèque. Donc c'est important aussi de rappeler que cette politique agricole commune, elle a créé des effets d'aubaine, elle a créé des choses qui sont anti-écologiques, mais qui vont au-delà de l'anti-écologie, qui peuvent aller aussi vers le détournement de fonds publics. Mais en tout cas, c'était évidemment le nœud central des contradictions de l'Union européenne, avec évidemment aussi la politique de concurrence, entre guillemets, pure et parfaite, qui interdit, comme le rappelait Édouard, ou qui autorise des aides d'État au compte-gouttes, et qui donc interdit aussi de penser plusieurs choses. Le protectionnisme vert, les enjeux de politique industrielle verte. Lorsqu'on parle compétitivité aujourd'hui dans le rapport Draghi ou le rapport Letta, on a une vision de la compétitivité qui est étrangement datée, une compétitivité de court terme qui au fond n'envisage pas réellement ce que peut être par exemple une forme de planification industrielle ou une planification d'industrie verte. Il s'agit d'introduire au fond des nouveaux référentiels, de nouveaux concepts, mais pas seulement conceptuels, les concepts. Comment est-ce qu'on adosse une nouvelle pensée de l'Union européenne et l'action, c'est un point essentiel, sur lequel il y a évidemment un débat idéologique, qu'on peut qualifier d'idéologique, mais qui recoupe en fait souvent des intérêts nationaux bien pensés, et dans lequel la France a souvent été isolée lorsqu'il s'agissait de porter l'idée de politique industrielle, l'idée de protection destinée à faire naître ces industries par rapport à la Chine, l'idée même de consacrer des fonds
important à cette politique industrielle, et donc en remettant en cause les sacro-saintes, enfin les règles portées à l'origine par l'Allemagne autour de l'orthodoxie budgétaire. On parlera, Édouard, tu nous reparleras sans doute du rôle joué par les États radins, comme on les appelle lorsqu'on veut les qualifier ainsi, mais on peut les dire les États économes lorsqu'il s'agit d'investir. Et je terminerai cette première intervention. Alors, Mathilde nous disait une demi-heure pour les questions. Moi, je pense qu'il faut laisser un peu plus de temps pour les questions. Enfin, d'abord parce que je pense pas que c'est des questions. Je pense que c'est un échange et qu'on pourra, avec ceux qui ont des points de vue, échanger, Édouard et moi, plutôt que de faire ce dialogue, alors qu'on est beaucoup plus nombreux dans cette salle virtuelle. Je voulais rappeler que ce qui était intéressant avec le Pacte vert, c'est qu'il surmonte la pandémie et que dans ce moment qui avait été un moment d'espoir en fait sur la capacité de l'Union européenne à se refonder sur des valeurs plus interventionnistes et de puissance, notamment autour de l'emprunt commun, vous savez, des 750 milliards d'euros, on décide que un tiers, au fond, des dépenses que l'Union européenne décide de faire seront vertes. Et puis, au-delà de l'effet d'annonce, on qualifie finalement, on essaie de qualifier autour de la taxonomie, comme le disait Édouard, ce que pourraient être ces dépenses vertes, et puis en fait on canne lorsqu'il s'agit ensuite d'adosser cette taxonomie à quelque chose de réel. Et on est dans cette situation où on avait le sentiment qu'on avait pu surmonter la période Covid en gardant le pacte vert, et puis alors qu'on a surmonté la pandémie, on se retrouve dans une situation où le pacte vert est aujourd'hui dans un sentiment, enfin dans une réalité d'affaiblissement. C'est lié aux équilibres politiques, mais c'est lié sans doute aussi à l'incapacité qui a été la nôtre de véritablement partager le pacte vert avec des opinions publiques, de véritablement donner un caractère concret à un programme de directives et de feuilles de route très descendant. Et à partir de là, je pense que la question du pacte vert pose à la fois l'enjeu d'un adossement à des investissements sociaux importants lorsqu'il s'agit de ne pas donner le sentiment qu'il y aura d'abord des perdants, et ensuite à l'adossement à une logique démocratique. Et ces deux sujets restent des points relativement peu discutés finalement, insuffisamment discutés, insuffisamment mis en œuvre, le social, le démocratique. Alors, moi, je pense qu'Édouard, ce qui serait vraiment intéressant pour poursuivre ce dialogue, ce qui serait vraiment intéressant, c'est de revenir aussi sur le jeu d'acteurs. Au fond, qu'est-ce qui se joue au niveau de la Commission européenne ? Est-ce que, par exemple, le fait que Teresa Ribera, ancienne patronne de l'IDRI, le think tank français créé par Laurence Toubiana, ancienne ministre de l'écologie dans le gouvernement de Pedro Sanchez, aujourd'hui première vice-présidente de la Commission européenne, est-ce qu'elle a les moyens de porter cette ambition verte qui a toujours été la sienne dans son parcours individuel, ou est-ce qu'elle est contrainte, voire ligotée par la situation que tu nous as décrite au Parlement européen? Et aussi, par rapport à ce que tu disais, par rapport à l'équilibre des forces, qu'est-ce qu'on peut imaginer de ces alliances à géométrie variable entre les conservateurs européens et l'extrême droite européenne, qui est certes répartie entre différents groupes, mais qui est sortie très renforcée des élections de 2024. Merci Lucile, merci aussi d'avoir rappelé à quel point la question de cohérence est toujours été une priorité secondaire dans les politiques publiques européennes, et je crois que c'est quelque chose dont on est en train de payer l'addition au prix fort aujourd'hui. Pour des raisons historiques, administratives, bureaucratiques et aussi d'États membres. Je ne pense pas que ça soit l'objet de notre discussion, mais si vous voulez, on pourra ouvrir cette porte-là. Alors, il y a beaucoup de choses à développer à partir de nos deux introductions liminaires. Mais je vais la prendre. J'avais prévu un sens, mais je vais les prendre dans l'autre sens pour répondre à ta question. Alors, Teresa Ribera, pour partir avec le petit bout de la lorgnette, il faut voir les choses de cette façon-là. Elle est membre de la famille socialiste. La famille socialiste aujourd'hui, enfin les sociodémocrates, au niveau européen, ça pèse rien. Et quand je dis rien, c'est rien. Il n'y a plus que 3 gouvernements qui se réclament de la social-démocratie aujourd'hui qui siègent au Conseil. Un qui est incapable de passer un budget, alors il est
dirigé par un flamboyant socialiste, remarquable joueur de poker politique et d'ailleurs très bon, mais qui arrive malheureusement en bout de cycle, qui est incapable de passer un budget depuis 2 ans parce que sa majorité tient d'abord au fait que personne ne veut voir le Partido Popular allié à Vox, et c'est Pedro Sánchez. Et Teresa Ribera, d'ailleurs, ne voulait pas en fait quitter le gouvernement espagnol pour se retrouver seule à Bruxelles où personne ne l'entend crier, pour citer le titre de Borgen. Donc elle appartient à une famille politique qui ne pèse rien, qui ne pèse plus rien au Conseil, dont la portion, parce qu'en 2019, les sociodémocrates, c'est, surtout en 2021, pardon, les sociodémocrates, c'est 6 gouvernements, dont la première puissance économique européenne. Donc c'est pas rien. Aujourd'hui, c'est l'Espagne, c'est le Danemark, dont on peut se poser au regard de sa politique migratoire la question de l'appartenance aux sociodémocrates, et j'ai oublié le troisième, je crois que c'est Malte. Enfin bref, ça, on n'est pas exactement sur du poids lourd, comme vous pouvez le voir. L'alliance qu'elle aurait pu éventuellement retrouver sur ces questions-là avec les libéraux, je ne parle même pas des Verts, qui n'ont jamais été présents au Conseil, en tout cas au Conseil européen, n'existe plus non plus, puisque la famille libérale inspirée par Emmanuel Macron, Mark Rutte et quelques autres qui en 2019 représentaient 7 pays au Conseil européen, aujourd'hui n'en représentent plus que 3. Et on ne peut pas vraiment dire non plus que ce soit des pays avec une crédibilité politique européenne inentamable, puisque le plus puissant d'entre eux, c'est la France, et comme vous le savez, la parole de la France depuis juillet 2024 n'est plus aussi résonante en Europe, pour des raisons de politique intérieure principalement. Donc Teresa Ribera, elle a déjà un premier problème d'équilibre politique. Elle a un deuxième problème d'équilibre administratif. Elle n'est pas simplement chargée de la transition verte et de toutes ces questions qui aujourd'hui encombrent, hantent plutôt exactement Ursula von der Leyen comme une espèce de souvenir de son premier mandat à l'époque où elle se prétendait écologiste. Elle est en charge aussi de la compétitivité, de la compétition, excuse-moi, de la concurrence, ça c'est l'anglais, competition. Elle est en charge de la concurrence. Et de son aveu à elle, c'est pas exactement sa compétence première. Elle a donc affaire à une puissante direction générale qui a pris des habitudes pas particulièrement mauvaises ou bonnes en tant que telles, mais des habitudes, et qui n'est pas habituée à penser en termes de soutenabilité ou justement de stratégie. Le principe même de la concurrence, ça a été très longtemps de ne pas faire émerger de champions industriels, pour des raisons qu'on peut trouver mauvaise aujourd'hui, mais qui avait du sens, puisque le principe même de la concurrence au niveau européen était de préserver l'hégémonie, de préserver le marché unique de l'hégémonie de quelques acteurs, dont on sait pertinemment qu'au bout du compte, elle se transforme par l'hégémonie de quelques États-nations. Donc ça, c'est le problème majeur auquel doit faire face Teresa Ribera aujourd'hui. Pour être tout à fait franc, et si j'en crois mes sources dans les institutions européennes, elle n'a pas encore trouvé l'issue pour pouvoir peser sur les délibérations, sur le collège et sur les équilibres et les arbitrages. Ça peut changer, ce n'est pas le cas pour le moment. À l'extrême inverse, il faut voir quelque chose de façon très caricaturelle et très schématique. Je vais l'emprunter à Barry Lynn, un ancien conseiller de l'administration Biden, qui disait de façon assez tongue-in-cheek à l'américaine que, en gros, les équilibres européens sont les suivants. L'industrie automobile tient la CDU tient le gouvernement allemand tient la Commission européenne, donc l'industrie automobile tient la Commission européenne. Cette transitivité est assez vérifiable, malheureusement, sur un certain nombre de dossiers très très centraux. Je vais prendre un exemple qui, à mon avis, est particulièrement sensible et particulièrement éloquent de ce genre de problème, c'est l'automobile. Comme vous le savez, aujourd'hui, l'automobile européenne, c'est-à-dire quand même 12 millions d'emplois directs ou indirects, je ne sais plus combien de pourcentage de PIB, on est aux alentours de 10%, et une industrie structurante, industrialisante, comme on les appelle en histoire économique, pour l'Union européenne, pour le territoire européen, est dans une situation absolument catastrophique.
Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, elle est dépassée par la Chine. Elle est dépassée en plus, non pas sur ces segments de concurrence sur lesquels elle est très très bien installée, mais sur les segments de concurrence du futur, à savoir la voiture électrique, les batteries, avec la capacité de CALT et de BYD aujourd'hui de fabriquer, merci pour le commentaire sur Tesla, de fabriquer des batteries qui vont répondre en plus au principal problème que les consommateurs semblent mettre en priorité surtout, à savoir l'autonomie et le temps de rechargement, ce qui est quand même assez inquiétant sur nos priorités de consommateurs. Mais ça, je ne veux pas rentrer dedans. Aujourd'hui, ce que l'industrie automobile européenne, avec en pointe l'industrie automobile allemande, est en train de faire, c'est de tenter soit de mettre en place un protectionnisme qui n'est pas un protectionnisme offensif, mais un protectionnisme défensif, dont le principal objectif est de préserver les acquis de la dernière grande industrie européenne capable d'extraire des profits de la situation, d'une rente de situation en fait, premièrement. Deuxièmement, de démanteler les derniers, ou en tout cas les quelques compromis atteints au moment du Green Deal. Je pense en particulier à cette interdiction de toute vente de véhicules à moteur à combustion thermique à partir de 2035, neuf, parce qu'on rentre dans des imaginaires parfois assez frelatés où on va interdire les vieilles bagnoles. Non, c'est les voitures neuves à la vente qu'il faut bien s'en pénétrer. À partir de 2035, ce sujet-là est sujet aujourd'hui à remise en cause, et il est très probable que les signaux que nous pouvons lire aujourd'hui, qui sont des signaux faibles, enfin de moins en moins faibles, vont aboutir au moment de la revoyure de 2026 à une remise en cause de cet objectif-là. N'oublions jamais qu'on a affaire à une industrie qui, lorsqu'on lui demandait d'investir pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre et ses émissions de pollution de l'air, ce qui sont deux choses différentes, pollution et santé, pollution, santé et objectifs climatiques, mais c'est des objectifs qui, dans tous les cas, mettaient des contraintes sur l'industrie automobile, a préféré investir massivement dans des logiciels pour tricher. Et n'en a pas exactement subi les conséquences que normalement la tricherie devrait nous amener. Je rappelle que si vous trichez un examen, par exemple au baccalauréat, vous êtes interdit de passer un examen pendant, je crois, 5 ans, ce qui n'est pas rien, je trouve. Sans parler de l'exclusion d'un certain nombre de concours de la fonction publique, etc. etc. Bref, les conséquences de ces industries qui sont aujourd'hui too big to fail sont en train de nous plomber au sens large, premier du terme, sur les éléments de compétitivité future. Je continue sur ce panorama. C'est quand même très intéressant parce que aujourd'hui, les 3 secteurs sur lesquels la Commission européenne, à travers Stéphane Séjourné, qui est commissaire à l'industrie, qui est commissaire au marché unique, mais qui ressemble de plus en plus à un porte-parole des priorités de la Commission, de la présidente de la Commission, les trois premières priorités ont été de mettre en place un plan d'action pour l'automobile, un plan d'action pour l'acier, un plan d'action pour la chimie. C'est-à-dire les 3 plus grandes industries du XXe siècle. C'est-à-dire l'appareil industriel en voie d'obsolescence, je dis bien en voie parce que c'est pas obligé que ce soit obsolète, mais en voie d'obsolescence par manque d'investissement et autres, qui est aussi la puissance industrielle principalement allemande. Je veux pas faire, parce que c'est certainement pas mon propos, et je me suis toujours battu contre tous ceux qui à gauche avaient la germanophobie facile. C'est certainement pas mon propos de stigmatiser l'Allemagne. Et c'est pas du tout utile. Mais je voudrais qu'on se pénètre en fait du fait que les rapports de force politique dans lesquels nous sommes aujourd'hui sont aussi surdéterminés par la puissance économique et la représentation démocratique d'un pays qui est le plus puissant, le plus peuplé et le plus et le mieux organisé pour peser dans les institutions. Ça, c'est une porte que j'ouvre aujourd'hui sur laquelle on pourra, tout de suite sur laquelle on pourra revenir. L'organisation de l'influence au niveau européen ne se limite pas à la qualité du personnel politique qu'on envoie, même si ça y commence. Et quand vous avez la moitié de la délégation française présente au Parlement européen qui est en fait ostracisée pour de mauvaises raisons, principalement parce qu'elle siège à l'extrême droite, vous n'avez pas non plus un poids déterminant dans les arbitrages au Parlement ou dans les arbitrages politiques dans les institutions. Donc ça compte.
Je termine avec justement, là pour le coup, le PPE. Le PPE est la force politique dominante de cette nouvelle organisation politique et démocratique des institutions européennes. Dominante au Conseil, elle représente la moitié des États membres, avec en particulier deux des plus puissants, qui sont l'Allemagne et la Pologne. Le PPE n'a que très marginalement subi l'érosion du bloc central, il a même progressé de quelques sièges, 7 ou 8, quelque chose dans le genre. Le PPE a la possibilité, il est plus central que jamais, il est débarrassé de l'obligation de travailler avec les socialistes et les libéraux, même si c'est sa préférence en tout cas affichée. Il a la possibilité, dès que ça coince un tout petit peu sur sa gauche, de se tourner vers sa droite, pas nécessairement sur son extrême droite, mais sur sa droite immédiate qui est la famille nationale conservatrice, les ECR, une famille dont je vous rappelle qu'elle a été initiée, fondée et développée par David Cameron et les Britanniques en 2004-2009 et qui aujourd'hui est la famille politique de l'ancien gouvernement polonais du PiS et de l'actuel gouvernement italien Giorgia Meloni, c'est-à-dire un des facteurs de stabilité aussi des grands pays, parce que Giorgia Meloni est probablement le seul gouvernement dans l'Union européenne aujourd'hui qui ne voit pas son opposition être capable de lui retirer le monopole de l'initiative. Ce qui est quand même pas rien et c'est assez confortable. Et ça fait d'elle un des éléments de stabilité politique européen. Je vous laisse méditer ce que ça signifie. Le PPE, aujourd'hui, a cette possibilité-là. Il a fait une campagne qu'on pourrait qualifier de démagogique, si on est sympathique, de populiste, si on l'est un peu moins, en tout cas de particulièrement vindicative sur les questions du Green Deal. En bouchant les trompettes de la guerre culturelle sans réfléchir une seule seconde qu'il en était quand même l'un des artisans. Principalement aussi pour des raisons de dynamique interne au PPE et de la lutte perdue par Manfred Weber en 2019, puisqu'il était théoriquement censé devenir, vu le système des Spitzenkandidaten, vous voyez, c'est compliqué, on est dans un épisode de Parlement là. Il aurait dû normalement devenir le candidat naturel du PPE à la présidence de la Commission européenne. Il a été coiffé sur le poteau principalement à cause de la France, mais aussi parce qu'il n'est pas du tout aimé dans son propre parti par von der Leyen, mais aujourd'hui il a la possibilité de lui faire payer cette avanie et vous le voyez, la petite politique rencontre la grande. Je crois que l'influence de Manfred Weber sur son propre groupe et à l'intérieur du Parlement européen n'est pas à sous-estimer. Je termine là-dessus. Le PPE aujourd'hui a matérialisé son influence sur l'agenda politique européen, principalement grâce à la loi Omnibus, la première des lois Omnibus qui sont des lois de révision, de réouverture des textes, et dont la première occurrence, parce qu'il va y en avoir d'autres, il va y avoir une loi Omnibus de révision, de simplification sur les questions énergétiques, on en parle d'une sur les questions agricoles, mais la première, elle s'est faite sur les dernières grandes conquêtes du Green Deal. Je vous les donne. Il y avait 4 points essentiels. La taxonomie, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui était censé normalement prévenir la délocalisation et la désindustrialisation de nos entreprises les plus gourmandes en CO2, en particulier le ciment, en particulier l'acier déjà, vous voyez, mais les engrais, tiens, comme par hasard, leur délocalisation dans des zones moins disantes en termes environnementaux et climatiques, mais qui est un énorme problème dans la conduite de notre politique commerciale, puisque l'Indonésie, le Brésil, je ne parle même pas des États-Unis, trouvent que ce mécanisme n'est pas particulièrement favorable à leurs grandes entreprises, et ils n'ont pas tout à fait tort. Et puis troisièmement, les deux directives sur la due diligence et la social and environmental responsibility des entreprises, c'est-à-dire grosso modo les deux éléments qui auraient permis aux entreprises européennes et aux entreprises qui opèrent sur le territoire du marché unique d'être à la pointe d'une nouvelle forme de compétitivité. Ces deux directives ont été premièrement mises au frigo,
deuxièmement remises en cause, et très probablement vont être réécrites, les seuils vont être réécrits de façon à ce que ça ne concerne plus qu'une douzaine d'entreprises, enfin j'exagère évidemment, une minorité d'entreprises au niveau européen, et surtout que la chaîne de valeur, parce que c'était ça l'objectif, c'était de faire en sorte que toute la chaîne de valeur, jusqu'aux pays les plus éloignés du marché unique, soit concernée, et donc avoir un effet transformatif au-delà simplement du marché unique. Eh bien, ces dispositions sont remises en cause, et la probabilité que la compétitivité européenne fasse le choix, en fait, de la concurrence directe sur le même terrain que la Chine, les États-Unis, la Russie et que sais-je encore, est beaucoup plus forte aujourd'hui que les ambitions de faire du vert, de l'écologie, de la transition énergétique, des objectifs climatiques et évidemment des exigences en termes de respect de la nature et de la biodiversité, soit au cœur de notre compétitivité. Pourtant, même si c'est pas du tout son ADN, même si c'est pas du tout quelque chose qui rentre dans ses préoccupations, je pense que Mario Draghi fait bien sa génération de ce côté-là, eh bien le rapport Draghi disait bien que s'il y avait un gisement de compétitivité européen, c'était là. C'était dans la capacité pour l'Union européenne de poursuivre sa trajectoire et d'en faire un levier de compétitivité dans un monde dans lequel la Chine est devenue un des acteurs les plus sérieux, et Lucille a eu tout à fait raison de le rappeler. Je pense que ça va être très très douloureux pour pas mal d'acteurs de l'environnement et d'acteurs de l'industrie verte de découvrir que même là-dessus la Chine va leur passer devant. Même les États-Unis sous Biden, avec l'IRA, avaient décidé de prendre ça en compte. Trump nous fait une fleur, Trump nous rend service, il abandonne ce terrain, et on n'est probablement pas en mesure de le saisir, probablement parce que le logiciel que le PPE porte, mais il n'est pas le seul, mais il est celui qui a aujourd'hui les cartes en main, le logiciel que porte le PPE n'est pas du tout adapté aux enjeux géopolitiques contemporains. Donc pour une commission qui se disait géopolitique, je cite von der Leyen, numéro 1, elle ne s'est pas dédite en numéro 2, il y a de fortes chances que nous laissions passer le coche une deuxième fois. Merci beaucoup, Édouard. Donc, Lucille, dans ce contexte, à la fois des reculs que tu as cités sur l'ajustement carbone aux frontières, la taxonomie, la fameuse CSRD dont on attendait beaucoup, et en même temps dans ce jeu d'acteurs à la fois au niveau du Parlement européen et de l'influence de certaines industries puissantes, qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer dans ce contexte et faire en sorte que la voie de la transformation écologique ait plus de poids? Comment on peut influer sur ce jeu? Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est de repartir des différents points de blocage qu'on a évoqués. On a parlé automobile, on a parlé agriculture, on a parlé chimie. Et qu'est-ce que ça vous dit à chaque fois par rapport à ce que vient de dire Édouard? Ça vous dit qu'il y a des lobbies assez puissants, des intérêts économiques adossés à des nations qui sont puissants. L'automobile ou la chimie, c'est évidemment l'Allemagne, mais enfin, c'est aussi beaucoup la France. Donc l'agriculture, c'est d'abord la France et un petit peu aussi l'Allemagne, mais bon, voilà. Donc on est dans des situations où il y a des intérêts économiques puissants adossés à des intérêts politiques, qui jouent un rôle d'autorité à cette échelle-là. Je pense que ce qui est intéressant à chaque fois, c'est de dire, si on dit automobile, pourquoi on ne dirait pas mobilité? Je rappelle qu'Enrico Letta, lorsqu'il a rendu public son rapport, a dit « C'est terrible, cette Union européenne, j'ai désespérément essayé de prendre un train pour aller d'une capitale européenne à l'autre, je ne pouvais prendre que l'avion. » Donc, arrêtez de regarder les choses par ce prisme, des années 50, 60, 70, et à chaque fois, sur une question, poser les choses autrement, en élargissant la perspective, en pensant non pas seulement automobile, mais en pensant mobilité. Sur l'agriculture, arrêtez de penser les choses simplement en termes effectivement de rentabilité, d'intensivité, d'exportation, mais pensez les choses en termes d'aménagement du territoire, de captation du carbone à la fabrique écologique. On a fait tout un truc sur comment les prairies captent le carbone, par exemple. Donc comment est-ce qu'on fait pour associer agriculture et services écosystémiques, et sur la question évidemment de la chimie, comment est-ce qu'on fait pour adosser ces questions chimiques à des enjeux de santé et d'environnement, sujets sur lesquels l'Union européenne a toujours été en pointe
par rapport à d'autres grandes zones du monde. Je rappelle que le règlement REACH, dans les années 2000, a été un règlement pionnier, précurseur, lorsqu'il s'agissait de mesurer la dangerosité des produits chimiques. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la question écologique, elle nous permet de penser ces enjeux-là différemment, et donc elle implique une vision de la puissance et de la compétitivité qui soit une vision de moyen terme et pas seulement de court terme, avec un autre angle qui élargit la perspective. L'automobile, pourquoi est-ce que c'est devenu un point de fixation ? Évidemment parce qu'il y a l'automobile allemande, parce que c'est une manière de lutter contre la Chine, mais aussi parce que c'est tout un enjeu autour des questions d'emploi, comme tu le rappelais, Édouard, et on doit envisager ces questions d'emploi à l'aune de l'ensemble des questions de mobilité, à l'aune de l'ensemble des questions d'aménagement du territoire, et pas seulement regarder les choses étroitement dans une vision étroitement, j'allais dire, de forteresse, étroitement, enfin archaïque en fait. Mais ça, c'est compliqué aussi. Je voudrais là-dessus mettre une pierre dans le jardin des écologistes, parce que les acteurs environnementaux, les acteurs politiques de l'écologie, n'ont pas été habitués à penser ces questions sociales et ces questions d'emploi et leur donner la force, le caractère central qu'elles devraient avoir. On voit bien, nous, à la Fabrique écologique, on vient de publier une étude sur le low-tech, croisant ça avec la qualité de l'emploi, et on a du mal à associer à la fois les milieux qui traitent de questions écologiques et les milieux qui traitent de questions sociales et de questions d'emploi. Lorsqu'on dit qu'il faut inventer une forme de social-écologie, c'est un sujet intéressant pour des essais, mais l'inventer concrètement en envisageant qu'est-ce que ça peut être l'emploi vert autour des questions de mobilité et pas seulement préserver l'emploi automobile, imaginer qu'est-ce que ça peut être un aménagement du territoire qui donne leur place à des mobilités douces à côté d'un usage de l'automobile autour du covoiturage, et comment est-ce qu'on fait les choses pour adosser le vélo à la question du train et du covoiturage dans la grande ruralité. Tout ça, c'est des questions qui ne sont pas traitées correctement à l'échelle européenne, et du coup, ceux qui gagnent toujours, in fine, c'est des lobbies industriels qui veulent défendre une vision passéiste. Mais l'écologie doit évidemment envisager sa relation avec la question sociale et la question économique dans une manière comment dirais-je, plus fondamentale. Et ça, c'est aussi quelque chose que nous devons porter, parce que lorsqu'Ursula von der Leyen reprend la notion de Green Deal, qui était une notion qui avait plutôt été portée par les sociodémocrates allemands, par exemple, elle, évidemment, elle la met à sa sauce, à une sauce qui est beaucoup plus libérale et moins sociale. Mais il aurait fallu rétorquer avec force à ce Green Deal d'Ursula von der Leyen en proposant un contre-projet, un projet alternatif qui aujourd'hui manque, je trouve, lorsqu'on réagit à la loi Omnibus, on le fait en ordre dispersé, sujet par sujet, sans proposer le contre-projet Green Deal que nous devons porter. Et ça, c'est à mon avis une priorité, un défi qu'on doit porter aujourd'hui avec des coalitions sans doute beaucoup plus ouvertes qu'avant, pas seulement les partis. Il faut récupérer aussi ces entrepreneurs qui pensent que la CSRD est une chance. Il faut récupérer ces citoyens qui veulent se mobiliser en faisant des pétitions. Donc comment est-ce qu'on fait pour organiser un jeu d'acteurs par rapport à tes questions, Mathilde, qui soit un jeu d'acteurs assez inédit, mais dans lequel il n'y ait pas en permanence des étiquettes qui font qu'on ne s'associe pas. On ne peut pas laisser seulement les patrons verts dialoguer avec les patrons pas verts. On doit organiser cette possibilité de mobilisation qui articule économie, écologie et questions sociales. Et on doit aussi, comment dirais-je, mettre la pression sur un contenu très concret associé au mot. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, on est dans un moment de crise terrible sur le plan politique, où chacun utilise les termes, par exemple, de compétitivité verte, pour y dire des choses qui sont totalement anti-vertes, ou de compétitivité verte sans adosser un contenu concret lorsqu'on est écologiste. Donc toute la question aujourd'hui, me semble-t-il, c'est non pas seulement de dire qu'il faut faire une approche par le bottom-up contre le top-down, mais d'associer une approche qui soit à l'ensemble des échelles et qui remplisse d'un contenu extrêmement concret à la plat social, territorial, économique et géopolitique, j'ose le dire. Proposons par exemple une position géopolitique verte. Qu'est-ce que serait une Europe réellement puissance verte par rapport à une Chine puissance verte ? Aujourd'hui, on laisse tranquillement la Chine devenir la puissance verte de demain. C'est pas possible. Nous sommes la puissance potentiellement verte la plus forte, mais nous ne voulons pas assumer d'être puissance. C'est, à mon avis, un des enjeux auxquels doit faire face l'Union européenne aujourd'hui. Voilà. Maintenant, je pense que le temps est venu de
si je puis dire, des questions, enfin plutôt des prises de position, du débat. Excusez-nous si nous avons été un peu intarissables, mais c'est des sujets à la fois profondément passionnants et intimes. L'Europe sur la question verte est aussi une question intime, forte d'engagement. Merci beaucoup, Lucile. Je propose que ceux qui veulent intervenir ou poser une question lèvent la main en allant sur le logo réagir. Et comme ça, on va vous donner la parole au fur et à mesure. J'ai vu tout à l'heure, il y avait une petite main. Oui, je vais mettre tout le monde en mode galerie. En galerie. Voilà, donc il veut s'exprimer ou poser une question auquel Édouard ou Lucile pourront répondre ou juste participer au débat. Voilà. S'il n'y a pas de questions, on peut tout à fait continuer notre dialogue. Oui, Marie Vernier. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci pour ces propos introductifs. Je repose ici une question que j'ai mise dans le chat. Donc, je suis Marie Vernier du labo de l'ESS, think tank dédié à l'économie sociale et solidaire. Et je suis aussi membre du GSS, le groupe d'experts de la Commission sur l'économie sociale. On a bien vu, notamment dans ce cadre-là du GSS, les conséquences de la réorganisation des DGs, des services de la Commission. Qui a fait la suite en fait, tout simplement de la nouvelle mandature. Donc je vois bien ce que ça a occasionné pour l'ESS, en l'occurrence pas du bon. Pour ce qui était ESS, ce qui était transition juste avec des éléments économiques, sociaux et solidaires, je vois bien aussi. Concrètement, il y a des groupes de travail du GSS qui ont été abandonnés sur le sujet de la transition. Même pas reporté, s'inédié, complètement abandonné. Il y a eu des appels d'offres aussi qui ont été tout simplement supprimés sur les Twin Transitions. Est-ce que, de manière plus globale, sur le Green Deal, qui est une focale que j'ai pas, vous voyez aussi des conséquences de cette réorganisation des services ou pas? Alors, j'imagine que c'est à moi que ça s'adresse. Non, je ne peux pas aller voir pour la simple et unique raison que le Green Deal n'est plus une stratégie globale. Donc, le Green Deal en tant que tel existe comme une espèce j'ai dit hanté tout à l'heure, mais c'est ça, c'est le spectre du bilan du premier mandat qui hante von der Leyen, où elle passe son temps en fait à dire qu'elle ne le défait pas tout en le défaisant. Donc la réorganisation, elle va surtout se sentir, ça permet d'introduire ce sujet-là essentiel, elle va se sentir au moment de la discussion sur le cadre financier pluriannuel. Parce que c'est ça, en fait, qui va avoir un impact. Alors, je ne sais pas si tout le monde est à la page sur cet extraordinaire moment de bureaucratie politique extrêmement sensible de la vie politique européenne. Vous le savez, ou vous ne le savez pas, mais je le précise, le CFP, c'est 7 ans. Le principal objectif, c'est 7 ans parce que ça prend du temps à mettre en route, mais c'est aussi parce que l'objectif, c'est de faire en sorte que les nouvelles majorités n'aient pas entièrement la main, pas complètement en tout cas, la main sur la réorganisation des priorités. Mais là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on arrive à une proposition, là pour le coup, révolutionnaire, moins en termes d'enveloppe, puisque finalement, si vous défalquez l'inflation et les éléments de remboursement, les sommes de remboursement de l'emprunt EU Next Gen, vous êtes à un peu moins de 1,2% du PIB européen. Donc les chiffres dont se targue la Commission européenne ne sont pas aussi impressionnants que cela. Néanmoins, on a quand même un budget en augmentation marginale. Donc ça, c'est pas une mauvaise chose. En revanche, c'est la structure du budget et de sa dépense qui va avoir un impact, à mon avis, sur le travail interservice dont vous parlez, puisque l'objectif est de fusionner les programmes dans des grandes priorités affublées de grandes enveloppes. Je prends un exemple, le fonds de compétitivité, le fonds européen de compétitivité, 410 milliards d'euros. Alors c'est pas lourd si vous rapportez ça à l'année, c'est 410 milliards d'euros sur 7 ans, donc on est aux alentours de 60 par an. Mais c'est 60 milliards d'euros d'argent européen, et ça, c'est la fusion d'une douzaine de programmes. Une douzaine de programmes dans lesquels vous avez aussi bien le spatial, vous avez le numérique, la défense, les munitions, la santé, donc on va parler de biotech, il va y avoir aussi le programme LIFE, donc les programmes des PME aussi.
Tout ça va être fusionné de façon un peu plus stratégique avec des leviers d'investissement qui sont ceux déjà éprouvés au moment du plan Juncker, c'est-à-dire qu'on espère que la garantie d'un euro, la garantie publique d'un euro d'argent public va déclencher un investissement privé. Enfin bref, tout cela est emblématique de la nouvelle logique, qui est une logique, on va dire, à deux têtes. Une renationalisation d'un certain nombre de politiques communes. Ça, c'est quelque chose, c'est le prix que la Commission est prête à payer pour avoir de son côté un peu plus de marge de manœuvre sur la fixation des objectifs et des stratégies et sur les ressources propres. Donc je ne sais pas du tout ce qui va ressortir de cette discussion qui commence à peine, sur laquelle un certain nombre d'États membres sont montés au créneau pour protester, sur laquelle un certain nombre d'acteurs, en particulier les acteurs de l'agriculture et de l'agro-industrie, sont déjà au taquet pour minimiser les impacts qui les concernent. Mais je ne sais pas ce que ça va donner à la fin, mais il est certain que ça va avoir un impact déterminant sur la réorganisation des services et la façon dont la Commission produit les textes sur lesquels les deux chambres ont à se prononcer. Oui, merci Édouard. Par rapport Marie, par rapport à votre question, je voulais revenir sur quand même le processus du Green Deal, c'est-à-dire que quand Ursula von der Leyen le propose en juillet 2019, et ensuite quand elle le structure en décembre 2019, une fois qu'elle est devenue présidente de la Commission européenne, au fond, elle incarne le Green Deal. Et ça rejoint ce que dit Édouard sur le fait que depuis, elle n'arrête pas de dire « je suis une nouvelle Ursula », depuis son deuxième mandat, « je suis une nouvelle Ursula von der Leyen ». J'étais la papesse du Green Deal, elle l'avait créé, elle l'avait installé dans les institutions, sans pour autant, d'une certaine manière, l'installer ensuite dans cette organisation administrative, ce qui aurait permis peut-être de le pérenniser au-delà justement d'un mandat où le rapport de force est différent. Et donc moi, en écoutant votre question, je me disais, mais au fond, ça rejoint encore une fois tout ce qu'on peut dire sur les impensés européens, c'est-à-dire que Ursula von der Leyen prétendait incarner l'Europe et on voit bien que dans son deuxième mandat, elle n'incarne plus qu'une sorte de soumission européenne par rapport à Donald Trump. Enfin, tout le monde a en tête, évidemment, les images de cet entretien avec Donald Trump, même si ensuite elle nous dit qu'elle ne pouvait pas faire mieux. Mais enfin, il y a quelque chose où, quand un potentat, un vrai, apparaît en face d'Ursula von der Leyen, si vous voulez, elle avait fait... il y a eu toute une histoire avec Charles Michel lorsqu'il était président du Conseil européen où elle essayait de dire c'est moi qui incarne et c'est pas lui. Mais on voit bien que c'est pas ça le sujet. En fait, c'est la cour de récréation. En fait, ce qui compte, c'est d'incarner face aux grandes puissances et ça, elle n'y arrive pas. Et le problème auquel on assiste aujourd'hui, c'est que, en plus, elle refuse d'incarner le Green Deal comme elle le faisait dans son mandat précédent. Donc, il y a la question administrative parce qu'effectivement, les services, ça permet de résister quand les politiques, au fond, perdent le sens commun. Mais je voudrais quand même rappeler que l'administration, la Commission européenne est une administration quand même de mission, avec assez peu de services qui peuvent concrètement porter les dossiers. Alors, sur l'ESS, je ne connais pas le sujet, donc peut-être qu'ils sont qui portent vraiment des choses en termes de conceptualisation, etc. Mais au fond, sur les questions écologiques, et sur le pacte vert, ça reposait quand même beaucoup sur le fait que les États membres ensuite jouent le jeu. Et donc, ce qui est important, c'est aussi que nous regardions ce qui se passe dans l'administration française. Je parle de la France, après on peut regarder ce qui se passe ailleurs. Mais en tout cas, dans l'administration française, il est clair que les signaux sont très mauvais. Quand je vois ce qui se passe avec l'hémorragie au niveau du secrétaire général à la planification écologique, quand je vois que... il n'y a pas de gouvernement, mais on parle de ministre démissionnaire, mais on ne parle pas de la ministre démissionnaire de l'écologie. Donc on est dans cette situation où, à mon sens, il faut regarder aussi ce qui se passe dans les administrations nationales et faire l'écho par rapport à ce problème d'incarnation politique qui n'existe plus du côté d'Ursula von der Leyen. Et que, comme tu disais tout à l'heure, c'est le petit bout de la lorgnette, Édouard. Non, Teresa Ribera, elle pouvait incarner quelque chose. Et ben, elle n'incarne rien sur le plan écologique et elle reste inconnue sur ces questions-là. Alors que ce n'était pas le cas dans la précédente commission, où il y avait une sorte de duopole en fait, entre le vice-président et Ursula von der Leyen, entre Timmermans et von der Leyen sur ces questions. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Moi, j'ai une question, je peux la poser.
Oui, bonjour. Quand on parle du paquet omnibus, on entend toujours c'est opaque, ils ont les textes au dernier moment, ils n'étaient pas au courant de tel truc. Sur le Mercosur, c'est pareil. Par exemple, sur la déforestation, au dernier moment, ils apprennent au Parlement que ça va être repoussé qu'on propose de repousser d'1 an. Sur le Mercosur, ils n'ont pas les textes, ils peuvent pas juger parce qu'ils n'ont pas les textes. Et moi, je comprends pas d'où vient cette opacité. Est-ce qu'il n'y a pas des procédures qui devraient assurer au Parlement une bonne information? Et est-ce qu'il n'y a pas des recours? Et j'ai une autre question. C'est qu'est-ce qu'attend Renew pour s'associer avec les sociodémocrates? Pardon. Voilà. Ok, la deuxième, excusez-moi, j'ai réagi immédiatement sur la deuxième qui m'a fait beaucoup rire. Rien. Pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Je sais pas, par exemple Pascal Canfin, quand on l'entend, il a l'air quand même toujours assez gêné de nous annoncer des mauvaises nouvelles. Oui, mais Pascal Canfin, c'est un député européen qui travaille beaucoup, certes, mais qui n'a même plus la position prééminente qu'il avait dans la précédente mandature, dans une délégation qui reste la première délégation de Renew, mais qui a brûlé tout son capital politique pour préserver sa candidate à la tête du groupe, et qui aujourd'hui ne pèse plus assez lourd pour qu'à l'intérieur de Renew, la composante, on va dire démocrate, parce que bon, en plus la délégation française, c'est même pas une délégation unie, hein, il y a les élus Renaissance, les élus Horizon, les élus Modem, et Nathalie Loiseau, Marie-Pierre Védrenne ou Gilles Boyer, ça fait pas exactement une ligne. Malgré leur alliance au niveau européen comme au niveau français. Donc vous voyez, déjà là, il faut voir. Et puis c'est une composante qui n'est pas suffisante pour peser face au caractère extrêmement... Alors Dany Cohn-Bendit les aurait appelés les talibans néolibéraux que sont les FDP allemands, ou bien encore les libéraux nordiques qui n'ont pas du tout la même position que les Français sur un certain nombre de sujets. Donc Renew est un des groupes qui n'est pas les plus cohérents dans ses votes au niveau européen. La principale chose qui tient Renew ensemble, c'est une certaine idée de l'Europe, parce que ce sont d'abord des fédéralistes et autres, quoique même on est avec le VVD néerlandais ou le FDP allemand des moutons noirs, mais aussi une certaine idée, disons, de la démocratie et du progrès social, mais du progrès culturel social. C'est tout. C'est tout. Renew n'est pas du tout aussi cohérent que le PPE, qui en plus au PPE, vous avez des whips à l'anglaise qui s'assurent que les députés travaillent et votent, surtout même quand ils sont en désaccord avec la ligne, ils votent la ligne du groupe. Voilà, vous avez les deux groupes les plus cohérents au niveau européen, au niveau du Parlement européen, j'insiste, c'est les Verts et PPE. Il faudrait que je regarde ce que c'est sur ce début de mandature, mais sur les 3 mandatures sur lesquelles moi j'ai les chiffres, c'est le cas. Maintenant, votre question sur les rapports interinstitutionnels. C'est très intéressant ce que vous soulignez, parce que d'abord le Parlement, lui, en revanche, n'est pas du tout opaque. Le Parlement est probablement l'institution la plus transparente que vous puissiez trouver au niveau européen et au niveau des nations européennes. Parce qu'on raconte beaucoup de choses sur le fait que l'Europe, c'est compliqué, c'est opaque, etc. Très sérieusement, si on se donne la peine de suivre, ça demande un tout petit peu d'orientation parce qu'il y a beaucoup de procédures, mais si on se donne la peine de suivre ce qui se passe au Parlement européen, on en a on a une lecture et une cartographie de ce qui se passe qui est remarquable, parce que tout est ouvert, y compris les amendements déposés, etc. Donc vraiment là-dessus. En revanche, ce que vous soulignez, c'est effectivement une pratique de plus en plus croissante de la Commission européenne. Lucile a rappelé le Sofagate. Vous vous souvenez de ce moment chez Recep Tayyip Erdogan où Charles Michel a pris son siège et la présidente de la Commission européenne s'est retrouvée sur son sofa. Quelque chose qui a alimenté une guerre qui était déjà assez forte interinstitutionnelle entre les deux têtes les deux représentants de l'Europe, mais que von der Leyen a gagné aujourd'hui. Elle a gagné contre Charles Michel, qui n'était pas non plus un foudre de travail. Mais en tout cas, c'est ce qu'on dit sur la place bruxelloise. Mais elle a surtout gagné directement en prenant Antonio Costa à la gorge, qui a disparu de l'image. Antonio Costa n'était pas dans le bureau ovale de Donald Trump. Je vous fiche mon billet que Charles Michel y eût été. Ne serait-ce que parce que Charles Michel était aussi membre de la famille libérale et que
les libéraux pesaient encore quelque chose à l'époque, et que c'est la famille à laquelle, même s'il n'appartient pas formellement, dans laquelle Emmanuel Macron se reconnaît. António Costa, c'est l'ancien Premier ministre du Portugal, donc là aussi en termes de poids, c'est pas extraordinaire. Et les social-démocrates, là aussi c'est en termes de poids, c'est pas extraordinaire. António Costa a disparu de l'équation. L'incarnation de l'Union européenne aujourd'hui, c'est Ursula von der Leyen. Et ça nous amène en fait au problème avec le Parlement européen. La commission von der Leyen II fait tout ce qui est en son pouvoir pour se débarrasser du Parlement européen. Pas s'en débarrasser d'un point de vue non démocratique, évidemment, on n'est pas du tout sur un coup d'État, mais elle utilise toutes les procédures qui sont à sa disposition pour éviter d'avoir le Parlement européen dans les pattes. Ça s'est fait par exemple sur la proposition de réforme de l'encadrement des aides d'État sur les budgets militaires, donc les 150 milliards d'euros qui étaient dans ce fameux paquet de 800 milliards que la Commission européenne avait posé dans le débat public et prétendument financé. En fait, il n'y a rien du tout dedans. Il y a cette disposition qui, normalement, aurait dû être validée par le Parlement européen. Elle a invoqué, je ne sais trop quel article, l'article 122 ou je ne sais plus trop quoi, bref, des traités, qui permet à la Commission d'agir dans l'urgence et de chanter le Parlement. Le Parlement, qui a beau être dominé par le PPE, et y compris avec une présidente du Parlement PPE, Roberta Metsola, poursuit la Commission européenne devant la Cour de justice de l'Union européenne pour justement non-respect des procédures démocratiques sur un sujet qu'il considère comme étant essentiel. Donc vous voyez, là, un exemple très concret de la Commission européenne qui ne se préoccupe pas de savoir ce que pense la représentation des citoyens au niveau européen. Pourquoi ? Vous avez l'explication bureaucratique et vous avez l'explication politique. L'explication bureaucratique, c'est qu'évidemment, dès que vous mettez le Parlement européen dans le jeu, vous prenez du retard. Le CFP, là, la présidence du Conseil danoise, est en train d'essayer d'obtenir une position commune des 27 d'ici la fin de son mandat, c'est-à-dire décembre. Au Parlement européen, ils sont encore en train de se battre entre les différentes commissions thématiques pour savoir qui va avoir le lead. C'est normal, puisqu'on est en train de réorganiser toute la structure et toute l'architecture. Donc évidemment, toutes les commissions considèrent qu'elles sont compétentes au fond. Ça prend du temps, et ça prend du temps, et c'est très très compliqué à trancher. Je ne sais pas du tout où ils en sont pour le moment. Ça va très probablement se terminer à la conférence des présidents. Mais enfin bref, tout ça apparaît extrêmement secondaire et en même temps, c'est quelque chose qui ralentit l'institution. Vous avez aussi le problème des majorités. Vous n'êtes jamais exactement sûr de quelle majorité va sortir du Parlement européen. Avant, quand vous aviez la certitude d'une majorité bloc central, vous aviez à peu près quelque chose vous saviez ce qui allait sortir. Là, aujourd'hui, on ne sait pas ce que va jouer le PPE, s'il va jouer une majorité bloc central, une majorité de droite radicale. Tout cela rend les choses un peu incertaines. Et puis en plus, c'est un Parlement qui est dominé pour un gros tiers de sa représentation par des partis qui assument d'abord la puissance tribunicienne avant d'assumer la fabrique de la loi, principalement par des partis qu'on appelle populistes, même qu'ils soient d'extrême droite ou moins fréquemment d'extrême gauche, et qui considèrent qu'ils ne sont pas là exactement pour modifier les textes, mais ils sont là pour des diatribes qui permettent de faire avancer leurs intérêts, non plus au niveau européen, mais cette fois-ci au niveau national. Donc le Parlement est devenu un peu gênant. On voit très très bien en fait la Commission européenne vouloir, surtout Ursula von der Leyen, se diriger vers une forme de condominium où elle est l'interlocutrice directe du Conseil européen, et même pas du Conseil de l'Union européenne, mais du Conseil européen, c'est-à-dire des chefs d'État et de gouvernement. Lucile a rappelé cette notion d'incarnation très forte. Effectivement, elle est allée à Turnberry comme on va à Canossa, et sans aucune vergogne. On a eu raison de souligner qu'effectivement la main européenne n'était pas extraordinairement dotée en atouts, puisqu'on parle beaucoup de cartes quand on discute avec Donald Trump. Il est vrai aussi qu'il y avait peut-être d'autres façons de se comporter et que cette vassalisation s'est lue y compris dans le langage corporel.
Et aujourd'hui, Donald Trump dit que Ursula von der Leyen ne tarit pas d'éloges, qu'elle est formidable, que c'est une femme très intelligente, etc. Alors qu'avant, c'était, disons, une excroissance de Biden, et donc elle devait être jetée aux oubliettes de l'histoire. Donc je pense qu'elle a réussi sa mue. Elle est effectivement le visage de l'Union européenne, peut-être pas celui que nous aimerions voir incarné, mais elle a installé la Commission européenne dans une espèce d'ambivalence plus forte que jamais sur le rôle institutionnel que doit représenter la Commission, qui, je vous le rappelle, malgré toutes les fantasmes des fédéralistes et des souverainistes, n'est pas un gouvernement européen fédéral. Les fédéralistes aimeraient bien, les souverainistes aussi, parce que ça leur permettrait d'avoir le diable incarné, mais en aucun cas la Commission n'est un gouvernement fédéral européen. C'est une administration supranationale de 32 000 fonctionnaires recrutés sur concours et avec quelques experts nationaux détachés. Et 32 000, on est loin du monstre bureaucratique. Hein. Vous voyez, on est quand même sur quelque chose d'assez modeste. Hein. Et si vous voulez, j'ai mis le titre de Jean Comte, je vous recommande de le lire. Et c'est ça, en fait, la commission. Mais les comportements d'une ancienne ministre allemande, donc vous pouvez factoriser tout ça, moi je ne vais pas faire de psychanalyse de bas étage, fait qu'aujourd'hui la Commission européenne se comporte, et l'organisation interne de la Commission et du collège en particulier vient renforcer cette impression de plus en plus forte d'une Commission européenne qui se comporte comme un gouvernement. Il y a un dernier élément très éloquent. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde sait dans l'espace public européen, et je ne parle pas simplement de Bruxelles, qui est la présidente de la Commission de la Commission européenne. Et je ne pense pas que c'était le cas à l'époque de Jean-Claude Juncker. Ça n'était certainement pas le cas à l'époque de Jacques Delors. Merci beaucoup, Édouard. Avant de prendre une autre question, de répondre à d'autres questions qui sont dans le chat, je voulais rebondir par rapport à ce que disait Nadia sur l'attitude d'un certain nombre de députés de Renew. Et, puisque vous avez dit Nadia Renew et vous avez cité Pascal Canfin. Moi, je pense, Édouard, que la réponse sur le fait que Renew réunit des gens qui sont la carpe et le lapin, c'est vrai. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut se poser la question de ceux qui défendent le Green Deal, qui ont vocation, qui l'ont porté, et qui appartiennent à différents groupes politiques. Pourquoi n'envisage-t-il pas une initiative qui, au fond, serait une initiative peut-être de courage politique par rapport à ce que tu disais sur les whips, etc., et le fait que quand il fait de la politique active, effectivement, dès qu'il s'agit de quitter son groupe ou de mener une initiative qui n'est pas conforme à ce que veut la majorité du groupe, on subit un certain nombre de menaces de rétorsion. C'est pas le monde des bisounours. Mais je suis quand même assez frappée du fait que le Green Deal était quelque chose de transpartisan et qu'au fond, ceux qui l'ont porté, défendu et qui ont même fait sa promotion, aujourd'hui sont étrangement soit silencieux, soit acceptent de faire du service après-vente en fait en revenant, en se reniant eux-mêmes. Et donc ça, c'est un problème. Et ça montre bien que sur ces questions-là, dès qu'il s'agit de défendre des enjeux écologiques, d'une certaine manière, il faut faire changer les règles du jeu politique et sans doute porter des initiatives inédites. Est-ce qu'il faudrait faire une sorte de transgroupe défenseur du Green Deal qui pourrait être porté, par exemple, par Laluc, de Place Publique ou des gens comme ça? Il y a quelque chose sur le fait que le Green Deal ne pourra pas s'imposer dans l'espace public sans qu'il y ait une initiative politique qui le porte. Ça ne viendra pas visiblement de Teresa Ribera toute seule et ça ne viendra certainement pas d'Ursula von der Leyen. Comme tu le dis, il y a une tentation de mettre le Parlement à l'écart parce qu'au fond, vous savez, c'est Montesquieu qui disait toujours que la démocratie, c'est effectivement perdre du temps. Donc ceux qui disent qu'il faut gagner du temps sont quand même toujours assez suspects lorsqu'il s'agit de ne pas écouter les autres institutions. Mais en tout cas, il y a quelque chose où ça peut venir que du Parlement et ça ne peut venir que d'une approche transgroupe. Et c'est vrai que sur ce point, moi je voudrais insister sur le fait que je pense que Pascal Canfin a perdu beaucoup de plumes. Il n'a certes pas été renouvelé comme président de commission, mais surtout il apparaît aujourd'hui comme quelqu'un qui est prêt à se dédire ou à porter des argumentaires franchement totalement en rupture avec ce qu'il a toujours porté lorsqu'il avait créé par exemple Finance Watch, après le succès des Verts en 2009 lors d'Europe Écologie. Donc il y a aussi pour certaines personnalités politiques, à mon avis, à envisager, vous savez, on parle de compétitivité de court terme, compétitivité de moyen terme,
ils devraient envisager leur avenir politique non plus à très court terme, mais à moyen ou long terme. Et je pense que ça, c'est une chose d'ailleurs sur laquelle la Fabrique écologique pourrait porter quelque chose, en fond, une interpellation. Pascal Canfin a été un de ceux qui a vraiment encouragé la création de la Fabrique écologique en 2013. Pourquoi ne pas mettre ceux qui aujourd'hui sont dans une sorte de déni larvé de ce qu'ils ont été face à leurs responsabilités? Ça serait intéressant et ça pourrait concerner au premier chef, je pense, le groupe Renew. Voilà, je crois qu'il y avait une question. Alors, je ne sais pas si tu te sens de répondre sur la question du prix du carbone, Édouard. Alors, le prix du carbone, je la vois. Le Green Deal prévoyait son extension et son renforcement. Ah oui, c'est l'extension de ETS, le Emission Trading Scheme, n'est-ce pas? Alors oui, c'est prévu pour 2027, théoriquement. C'est d'ailleurs quelque chose qui illustre particulièrement bien l'angle mort social dont parlait Lucile dans la définition des politiques publiques de décarbonation. En particulier lorsqu'elle touche directement le grand public, puisque je vous le rappelle, je le rappelle à ceux qui ne le connaissent pas, c'est quand même une extension du système ETS, y compris au chauffage urbain, donc au chauffage domestique, au transport maritime, ça nous concerne un tout petit peu moins, mais ça va renchérir nécessairement les denrées qui sont importées. Donc il y a bien quelque chose, c'est probablement celui qui va avoir le plus d'impact en termes sociaux. Eh bien, en fait, il est de plus en plus question que la révision, que l'ETS fasse partie de la loi de simplification prévue sur l'énergie. Donc moi, je ne peux pas vous en dire plus aujourd'hui parce que je n'ai pas ni lu les textes, ni parlé avec des gens qui les ont lus. Je ne sais pas où ils en sont. Mais je pense que ça fait partie des victimes potentielles d'une tentative de simplification aussi sur les questions énergétiques. Ce qui est intéressant sur la question de la décarbonation, c'est que je pense que la trajectoire de décarbonation aujourd'hui n'est pas remise en cause. Mais en revanche, les étapes intermédiaires sur l'étape de cette décarbonation, elles, sont systématiquement remises en cause. La cible 2040 proposée par la Commission européenne au tout début juillet de 90% de réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc toujours par rapport à 1990, et qui est toujours sur le chemin de la neutralité carbone de 2050. Je vous rappelle que le Fit for 55 du paquet climat de 2021, c'était 55. Pour 2030. Cette cible est aujourd'hui remise en cause par des États membres, et non des moindres, puisque la France en fait partie. Elle est remise en cause comme une forme, disons, trop contraignante et peut-être pas du tout adaptée aux trajectoires des différents pays. Bon, il est probable qu'il y ait derrière des calculs savants que met en place la France et un certain nombre d'États membres pour obtenir quelque chose de plus concret sur d'autres sujets. Pas bien difficile de deviner lequel, en particulier le nucléaire. Mais ce qui est certain, c'est que le Conseil environnement, qui était censé se prononcer sur cet objectif, a préféré une déclaration, c'était au milieu du mois de septembre, a préféré une déclaration commune en disant on va se situer dans un ruban entre 62 et 70%, et on transfère la patate chaude de quelque chose d'extrêmement compliqué politiquement au chef d'État et de gouvernement, c'est-à-dire au Conseil européen de la fin octobre. Donc vous voyez, on est pourtant sur quelque chose sur lequel il n'y a pas de remise en cause fondamentale de la trajectoire, mais voilà un point d'étape sur lequel le renversement des tendances n'est pas bon. Alors que, a priori, la décarbonation, c'était pas le sujet, c'était pas ce qui était le plus en danger. Donc ETS 2, il y a des chances que ça fasse les frais de en tout cas que ça subisse un certain nombre de propositions de délais, peut-être de réouverture. Réouverture, j'en doute, mais de délai, certainement. Parce que la réouverture, ça redemande de réouvrir les négociations, et ça, à 27, non. C'est d'ailleurs notre seul espoir sur ce genre de choses, c'est justement que les compromis sont suffisamment difficiles à obtenir pour qu'il n'y ait pas de tentative de réouverture de ces compromis. En revanche, les délais d'application, les seuils, ça peut faire l'objet d'une discussion.
Edouard, donc on va bientôt terminer le webinaire. Moi, je voulais juste vous dire une chose. J'étais à la COP de Katowice, COP 18, si je me trompe, en Pologne. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était en novembre 2018, au moment où le mouvement des Gilets jaunes battait son plein en France. Et j'avais vécu d'abord, ça avait été un moment de panique parce que tous les ministres qui devaient français, y compris, je crois, le Premier ministre qui devait se rendre en Pologne, se sont tous décommandés en disant qu'il y avait le mouvement des Gilets jaunes. Et ce qui était extrêmement intéressant, c'est qu'en discutant avec les uns et les autres, et notamment des représentants d'autres États membres, on voyait que l'inquiétude générale, c'était est-ce qu'on va avoir des Gilets jaunes chez nous ? Et je trouve qu'autour de ce prix du carbone et de la question de l'ETS, on voit bien on n'a pas surmonté depuis 2018 cette question de est-ce qu'on va avoir des gilets jaunes chez nous ? C'est-à-dire qu'on a extrêmement peur de l'idée qu'au fond, en instaurant ça, comme vient de le dire Edouard, au fond, qui modifierait les conditions de vie quotidienne, renchérirait ces conditions, on continue à opposer le pouvoir d'achat et la question de la transition écologique. Donc on voit bien que l'impensé du Green Deal, lorsqu'Ursula von der Leyen l'établit en 2019, c'est bien cette impensée des gilets jaunes. Ceci dit, on voit bien aussi que la Commission européenne seule ne pourra jamais y arriver et que là-dedans, il y a aussi la capacité que pourraient avoir les États membres à porter cette question d'impact vert qui soit adossée à, je ne sais pas, on ne va pas dire compensation sociale, mais à justice sociale, tout simplement. Question qui avait été posée vraiment ouvertement en novembre 2018 au moment de Katowice. Donc, on est dans cette situation du surplace sur ces questions-là. Et ça me semble être quelque chose sur lequel nous pouvons, à la Fabrique écologique d'ailleurs, porter des propositions éventuellement un peu fortes, un peu plus politiques, puisque d'habitude, enfin on l'a fait beaucoup depuis 2018, mais souvent à travers des propositions un peu techniques. Est-ce qu'il n'y a pas là matière à porter quelque chose d'un peu simple là-dessus, qui serait, vous les États membres, vous ne pouvez pas vous reposer simplement sur quelques députés au Parlement européen. En tout cas, ça me semble assez important sur ces mesures dites techniques, de braquer un projecteur plus politique. Alors, on a terminé ce webinaire. Je vois qu'Alain Charon, qui est un membre, très actif de la Fabrique écologique, veut dire un mot. Alain, on peut tout à fait te donner la parole. Simplement, on ne pourra pas vraiment répondre à la question que tu vas soulever, mais vas-y. Et ouvre ton micro pour ça. Merci. Écoutez, merci déjà pour ce webinaire. Je trouve que cette formule, il me semble qu'elle est nouvelle et mérite d'être vraiment reproduite. Peut-être sur des points plus précis. Là, on est resté très large, mais c'est tout à fait satisfaisant et intéressant. Oui, moi j'ouvre juste 2 points. On a beaucoup parlé. Il y en a un je rebondis tout de suite sur ce que tu viens de dire, Lucille. Je me demandais s'il y avait une évolution liée peut-être à la peur, comme tu le dis, dans l'attitude de la Commission vis-à-vis des syndicats agricoles, parce que il me semble que un des éléments des inflexions d'Ursula, maintenant on personnalise sur Ursula, mais enfin évidemment elle exprime quelque chose de beaucoup plus général à la Commission, c'est sans doute une peur des syndicats dominants qui eux-mêmes sont très en pointe, je dirais, contre le Green Deal. Il n'y a qu'à aller dans les campagnes françaises et vous verrez ce qu'il en est très facilement. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que vous avez beaucoup parlé, et c'est relativement normal, des relations Commission-État. Moi, je trouve qu'il faudrait aussi mettre l'accent, vous me direz que pour ceux qui me connaissent à la Fabrique, ça ne va pas vous étonner, sur les relations Commission-Région. Et notamment, je pense aux politiques liées au FEDER. Est-ce qu'il y a, de ce point de vue-là, mais c'est trop tard sans doute pour y répondre, des inflexions aussi, peut-être des reculs d'ailleurs aussi, sur l'importance qui me semble traditionnellement la Commission donnait aux régions? Alors, je pense que 2 choses. Évidemment, il y a une grande anxiété par rapport à la mobilisation des syndicats agricoles, ne serait-ce qu'à cause de la capacité de nuisance des syndicats, la capacité à manier la menace, etc. On a vu ce qui s'est passé avec la FNSEA sur l'idée de bloquer Paris, qui n'a pas de produits alimentaires, bien sûr. Et de longue date, cette capacité de nuisance, elle existe dans d'autres pays de l'Union européenne. On l'a vu aux Pays-Bas, par exemple. Donc ça, c'est un point important. Après, comment dirais-je,
il y a aussi une incapacité à tenir un discours en retour montrant combien ces syndicats ne représentent pas l'ensemble du corps agricole et notamment comment, en tout cas en France, les agriculteurs sont la catégorie socio-professionnelle qui a le plus d'inégalités entre elles, c'est-à-dire l'inégalité entre les agriculteurs. Donc il y a toute une incapacité à élaborer un discours de réaction par rapport aux enjeux de la FNSEA qui montre aussi, en tout cas en ce qui concerne la France, pas mal de cogestion entre syndicalisme agricole dominant et puis institutions. Je pense que ça, c'est une autre chose à dire. Il n'y a pas seulement de la peur, il y a aussi l'habitude d'écouter toujours les mêmes. Et puis, par rapport à tes questions sur les régions, je ne pense pas qu'on va avoir le temps de répondre à ça, parce que, mais on pourra en discuter à l'occasion d'autres choses. Je voulais dire une chose, c'est qu'on a volontairement conçu ce webinaire comme étant assez politique et assez large. Et je crois que si vous y attendez des réponses techniques, il faut aller voir d'autres webinaires. Moi, je trouve qu'on doit embrasser les questions géopolitiques dans leur caractère justement politique. Et donc, j'ai envie qu'au sein de la Fabrique écologique, ce soit un moment un peu différent, de moments plus techniques. Ça n'empêchera pas, évidemment, que nous continuions à être extrêmement compétents. Voilà. Mais là, j'ai envie qu'il y ait une sorte de liberté, de débat, et qu'au fond, on puisse dire les choses parfois, comment dirais-je, avec d'autres mots. Ça fait partie effectivement d'une nouvelle étape de la Fabrique écologique, parce qu'il me semble qu'aujourd'hui l'engagement doit être puissant et visible et assumé dans la période que l'on vit, qui est une période à contre-courant de ce que portent pas mal de dirigeants, y compris à l'échelle européenne. Donc ça sera jamais un webinaire technique, je voulais insister là-dessus. Mathilde, je te donne la parole pour parler des prochains webinaires. Donc en fait, ce webinaire inaugure un nouveau cycle là sur cette année de webinaires qu'on a intitulé Géopolitique et écologie. Donc le prochain sera probablement fin octobre, en tout cas avant la COP de Belém, pour justement évoquer les enjeux de cette COP. En lien avec la politique européenne aussi, mais plus généralement les enjeux de la COP. Ensuite, on en fera un deuxième qui sera justement après la COP sur qu'est-ce qu'il en est finalement des positions respectives de la Chine, des États-Unis, etc. et comment tout ça évolue par rapport à l'avancée des politiques climat, écologie, etc. et qu'est-ce que ça laisse présager pour nous. Et puis probablement, on fera un troisième webinaire, mais qui n'est pas encore fixé, sur l'Afrique, justement, dont on ne parle pas assez, et dans ce souci à la Fabrique écologique d'élargir notre réflexion au-delà du cadre français et européen, puisque on est tous interconnectés dans ce monde mondialisé. Voilà. Bon, merci à toutes et tous, et puis espérons vous revoir bientôt à la fin du mois, donc pour un deuxième épisode, cette fois-ci sur la COP de Belém. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci bien.